Guadeloupe, actualité. Le tribunal correctionnel a rendu son verdict dans le cadre de l'affaire d'abus de confiance et de détournement de fonds publics à la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. L'ancien directeur de la Caisse et actuel député Max Mathiazin est condamné à 12 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. La peine d'inéligibilité n'a pas été retenue dans son cas. 2 autres agents qui comparaissaient à ses côtés ont également été sanctionnés, à savoir Fabrice Bureau qui est condamné à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Nous avons également Anita Plocost qui écope de 6 mois avec sursis et également 5 ans d'inéligibilité. Et ces 2 derniers protagonistes dans cette histoire, effectivement, devront procéder au remboursement des sommes dues. Et notez, pour un petit rappel des faits, qu'il s'agit effectivement de l'utilisation d'une des cartes de carburant de la Caisse des écoles et de la vente de 2 véhicules qui ont été opérés entre le 12 août 2014 et le 3 septembre 2014. En tout cas, des peines qui, selon Mario Varro de la CFTC, sont beaucoup trop légères et seraient même des invitations à voler l'argent public. Et l'Agence régionale de santé alerte la population sur l'épidémie de dengue en cours. Les personnes âgées de moins de 20 ans ne sont pas immunisées et sont exposées à un risque de forme grave de la maladie. Il faut donc veiller à éliminer tous les gîtes larvaires pour limiter la prolifération des moustiques. Vous le savez, mais c'est toujours bien de rabâcher. Regardez. Nous recensons des cas dans toutes les communes de Guadeloupe, excepté à Anse-Bertrand pour l'instant. Et donc ces cas détectés dans toutes les communes montrent que l'épidémie est en cours de diffusion finalement, de large diffusion. Nous sommes attentifs à des foyers qui pourraient se constituer. Pour l'instant, nous n'avons pas détecté de foyer particulier. C'est vraiment une diffusion latente et assez généralisée du virus qui est constaté, mais il n'est pas trop tard pour que les personnes se mobilisent, luttent activement contre les gîtes à moustiques. L'idée, c'est vraiment que chacun, que ce soit dans son appartement, que ce soit dans sa maison, que ce soit au travail aussi, ait un regard un peu attentif sur peut-être une coupelle que l'on n'aurait pas enlevée, sur des fleurs que l'on aurait mises dans un vase où il n'y aurait pas de sable, ou encore sur une gouttière peut-être qui est mal posée, où il y a eu peut-être une problématique et l'écoulement ne se fait pas correctement, ou encore un regard au sol où on sent que l'eau stagne. C'est important de bien comprendre effectivement que le fait que le virus qui sévit actuellement n'ait pas circulé ces 20 dernières années nous expose vraisemblablement à plus de formes graves et donc il est important que toutes les dispositions soient prises pour limiter la diffusion de l'épidémie en termes de longueur, puisque plus on aura de semaines d'épidémie, plus on a de chances d'avoir malheureusement des sujets vulnérables susceptibles de développer des formes graves. C'est un virus qui a très peu circulé ces 20 dernières années sur notre territoire et donc il n'y a pas d'immunité installée de la jeune population en particulier. Donc tous les moins de 20 ans ne sont pas immunisés et donc sont susceptibles de faire une forme grave de la maladie. On a un historique dans nos îles, en Guadeloupe, en Martinique. Donc le geste, je dirais, physique, le fait de supprimer le gîte larvaire, de supprimer la coupelle, de supprimer peut-être le récipient qui va recevoir de l'eau est plus efficace que l'insecticide où nos moustiques s'habituent, ils deviennent résistants et on a de moins en moins de molécules qui sont en réalité efficaces. Donc vraiment, il faut être assez rigoureux et être attentif à son environnement, que l'on soit dans un appartement, que l'on soit dans une maison, que l'on soit au travail, et qu'on supprime vraiment toutes ces réserves qui ne sont pas utiles. Et comme on l'a dit, les réserves qui sont utiles, bien les protéger, parce qu'on en a besoin aussi. Un reportage de Maxime Morel. Et on part pour la fête de la science des élèves du lycée Charles Coueffin à Bémaouf. Une nouvelle édition autour des océans, ces gigantesques réservoirs de vie et d'énergie. Les lycéens de première et terminale ont ainsi présenté leurs travaux et expériences à des élèves de collège et primaire. Regardez. L'intitulé de cette fête de la science, c'est Océan de savoir. Elle s'inscrit dans l'année des océans, de la mer, qui va être lancée en début d'année à Nice. C'est un événement majeur, puis les océans, c'est quand même la vie. Ça regroupe plein de thématiques, ça va des grands fonds,
des animaux pélagiques, du littoral, jusqu'à l'énergie, puisqu'il y a l'énergie des mers qui est important, et forcément le climat qui aujourd'hui nous concerne tous. Nous sommes très honorés, toute la communauté éducative, de recevoir ce village des sciences. C'est vrai que le lycée a une coloration très scientifique, donc cela concourt à notre objectif qui est de développer la culture scientifique et puis d'accueillir les élèves du primaire comme du secondaire pour échanger avec le monde de la science. C'est vraiment une très belle manifestation. On a tout un tas d'activités selon les différents niveaux, différents publics, pour sensibiliser à nos enjeux et aux missions, aux espèces emblématiques comme l'iguane des petites Antilles, les tortues marines aussi qui viennent beaucoup pondre à petite terre. Voilà, tous les enjeux qui sont associés aux nombreux écosystèmes qui se retrouvent sur les réserves. D'autant plus que nous avons une réserve avec de biodiversité en fait, avec de nombreuses espèces. Et on a aussi la réserve des Irades qui est une réserve géologique. Il y a la protection de l'environnement bien sûr qui est un élément important, mais il y a aussi tous les aspects liés à la recherche autour de la biodiversité, autour de la mangrove, autour évidemment de la climatologie, mais il y a aussi des ateliers dans le domaine de l'astronomie par exemple, c'est-à-dire que vous avez tout un ensemble d'actions qui amènent aussi à montrer que fait la science au service de l'environnement. Est-ce que vous arrivez à différencier différentes traces de tortues marines? Par exemple, on est sur la plage, il y a une trace, est-ce que vous savez à quelle espèce elle appartient? Les tortues marines, c'est des tortues qui vivent dans les océans mais qui viennent pondre sur les plages, donc il y a toute une sensibilisation très importante à faire auprès de tout le monde, des enfants comme des grands, notamment pour éviter le dérangement, mais de toute façon tous les déchets qu'on peut jeter aussi sur terre arrivent en mer et du coup la protection, la sensibilisation elle est autant importante sur les écosystèmes marins que sur les écosystèmes terrestres puisque tout est lié de toute façon. Je pense que la jeunesse aujourd'hui elle est quand même concernée, elle se sent concernée et elle essaye de prendre à bras le corps les sujets. L'école au sens le plus large du terme est là pour cela, pour sensibiliser ces jeunes à ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable ou développement soutenable, et ce sont eux les acteurs majeurs pour diffuser tout ça et tenter de préserver la planète aujourd'hui dans laquelle nous vivons. Et notez effectivement qu'un immense océan a été découvert sous la Terre en 2023. Ce réservoir d'eau 3 fois plus grand que l'ensemble des océans réunis est dissimulé à l'intérieur d'une roche bleue à 700 km dans le manteau terrestre. Il s'agit de ringwoodite, autrement dit une couche de roche brûlante qui est située entre la surface de la Terre et son noyau. Et pour parvenir à confirmer la présence de ces eaux souterraines, l'équipe du scientifique Steven Jacobsen a utilisé pas moins de 2000 sismographes à travers les États-Unis afin d'étudier les ondes générées par plus de 500 tremblements de terre. Ces ondes se déplacent à l'intérieur de la Terre, y compris dans le noyau, et peuvent être largement détectées en surface, même plusieurs heures après que l'événement soit survenu. Et en mesurant la vitesse de ces ondes, en fonction de la profondeur, les chercheurs ont pu déterminer quel type de roche elles traversaient. Et le réservoir d'eau, on parle quand même d'un réservoir d'eau qui est 3 fois plus important que les océans que l'on connaît, eh bien il s'est révélé de lui-même car les ondes ont ralenti lorsqu'elles ont traversé cette roche humide. Donc on a la ringwoodite et à l'intérieur on aurait effectivement une très grosse masse d'eau. En tout cas cette découverte devrait permettre aux chercheurs de comprendre l'origine de l'eau sur Terre. Il y a 2 théories, une qui dirait que l'eau proviendrait d'astéroïdes qui se seraient écrasés sur Terre et l'autre dirait effectivement qu'il y aurait un réservoir d'eau justement sous la couche terrestre et qui fuiterait et qui alimenterait effectivement les océans que l'on connaît. Ça démontre effectivement qu'on ne sait pas grand-chose à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'occasion de la semaine école-entreprise, les apprentis techniciens menuisiers agenceurs du lycée pro Louis Delgrès ont ouvert les portes de leur atelier. Ils recevaient une délégation composée de membres de la région, du MEDEF et de chefs d'entreprise. Une rencontre pour accentuer les partenariats visant à favoriser l'insertion de ces jeunes. Regardez. Cet après-midi, la semaine école-entreprise. Au cœur, en fait, de toutes ces opérations, c'est la liaison entre l'école et l'entreprise.
Comment est-ce que les entreprises permettent aux élèves de découvrir les métiers pour que ça leur donne envie d'y aller, mais comment aussi la formation que nous offrons aux jeunes, ça leur permet de s'insérer et de s'insérer durablement. C'est ça notre objectif. Oui, on a des périodes d'entreprise. On a en seconde, c'est 3 semaines de stage. En terminale et en première, c'est 1 mois. Et en stage, ça se passe bien. On nous apprend tout ce qui est le métier de menuisier bois. Et on fait beaucoup de choses. Tout ce qui est escalier, des fois on fait de la charpente. Ça dépend de là où on va. De l'entreprise. On est, nous, MEDEF, réellement impliqués dans cette relation école-entreprise, de rapprochement. Donc oui, bien évidemment, on travaille d'ores et déjà avec l'Académie de Guadeloupe pour proposer des stages aux élèves, que ce soit les stages de seconde ou alors les stages professionnels, des lycées professionnels. On fait aussi beaucoup de promotion de tout ce qui est alternance, etc. Donc l'UDMEDEF est réellement déjà engagé dans cette démarche de rapprochement entre le monde éducatif et le monde économique. Alors, je trouve exceptionnel ce type de partenariat. Ce lien entre l'école et l'entreprise. Je suis entrepreneur maintenant depuis une vingtaine d'années, très investi dans l'innovation et dans la promotion d'opérations à impact au travers de ma structure Triacase. Et être cette transmission, moi-même ingénieur de formation, j'ai à cœur d'accompagner l'ensemble des élèves depuis le tout petit jusqu'au lycée dans cette prise de conscience de cette importance atteindre ses compétences. Ce genre d'initiative, ce qu'on cherche, c'est de créer de l'intérêt, susciter de l'intérêt pour les étudiants par rapport à des filières, des secteurs d'activité donnés, mais également de montrer aux entreprises et montrer au monde économique et même à la société guadeloupéenne ce qu'il existe sur le territoire en termes de formation, en termes d'infrastructures pour la formation de nos jeunes de demain, parce que c'est ici, maintenant, avec nos collégiens, nos lycéens, que du coup l'avenir économique du territoire se crée. Donc c'est important pour les Guadeloupéens qu'on ait conscience de ce qui existe en termes de formation et de filières en Guadeloupe. Et la semaine emploi handicap se poursuit. Au Gouziel, on organisait une opération dédiée aux employeurs et demandeurs d'emploi afin de démystifier le regard sur le handicap. Il faut rappeler que cette condition n'empêche pas de travailler. Regardez. Cette conférence ce matin est dédiée aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux employeurs, justement, parce que comme le handicap est la première cause de discrimination encore en France cette année, donc aujourd'hui nous avons décidé de faire une rencontre qui est dédiée aux demandeurs d'emploi et aux employeurs, justement pour parler du handicap, pour démystifier le regard sur le handicap, mais aussi sur l'insertion professionnelle. Dès lors que le handicap est compensé par un aménagement, il ne se voit plus, il devient invisible en situation de travail. On peut travailler, même si c'est en termes partiellement, mais nous pouvons travailler, nous pouvons vivre comme tout le monde. Comme moi, vous voyez, on n'est jamais dit que je suis porteuse d'un handicap. C'est compliqué parce que je ne peux pas gérer la station debout, je ne peux pas être opérationnelle tout le temps et c'est compliqué de trouver un emploi et qu'on me voit comme une personne classique, mais en même temps qu'on prenne en compte mes contraintes en fait. Quel est votre regard par rapport à la situation et par rapport au regard des employeurs qui ne comprennent pas toujours ? Mais moi je les comprends en fait parce que c'est une histoire d'éducation en fait. Il faudrait qu'on puisse leur apprendre, leur montrer que voilà, ça se passe comme ça pour certains handicaps selon le handicap. Et donc je comprends parfaitement leur situation, enfin je comprends leur point de vue en fait. Et je pense qu'ils devraient avoir eux une meilleure éducation quant au handicap. C'est important d'y participer parce que c'est un sujet de société. Le handicap concerne tout le monde, donc que ce soit les moins jeunes aux plus âgés pardon. Et surtout c'est un sujet au sein des entreprises parce qu'on a déjà un point obligatoire. Pour 2024, dans les entreprises privées, nous avons un peu plus de 2% de personnes recrutées au sein des entreprises privées et un petit peu plus de 3% chez les employeurs publics. Nous avons des témoignages de personnes qui sont en capacité de faire malgré leur situation de handicap et je dirais tout simplement aux employeurs, ouvrez vos portes. Ouvrez vos portes aux compétences, ouvrez vos portes aux talents et ouvrez vos portes aux personnes extraordinaires qui seront en capacité de travailler au sein de vos équipes et de vous apporter ce petit plus qui vous manque au sein de votre entreprise. Et on enchaîne avec les rencontres territoriales de la protection de l'enfance. Pendant 2 jours, les acteurs locaux se penchent sur les questions de continuité de parcours, l'aide à la parentalité ou encore des violences sexuelles. Regardez.
Alors les rencontres territoriales de la protection de l'enfance ultramarine donc ont lieu sur 2 journées avec un fil rouge qui tourne autour de la question de la prévention des violences et de la mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet-là. Mais à travers cette thématique, ces rencontres abordent différents sujets en lien avec la protection de l'enfance sur la question de la continuité des parcours des jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, la question du soutien à la parentalité également, qui est un axe important, la question du passage à la majorité, et puis bien évidemment sur le sujet des violences faites aux enfants, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles également. Voilà un peu l'ensemble des sujets qui sont abordés sur ces 2 journées. Ce qu'on peut faire comme bilan pour l'enfant, c'est qu'au niveau de l'outre-mer, nous voyons qu'il y a beaucoup de difficultés dans la protection de l'enfance. Un taux de pauvreté qui est assez élevé. C'est comme je l'ai dit dans mon discours introductif, plus de 60% d'enfants quand même dans certains territoires qui sont en danger. Et on a des ruptures de parcours, on a aussi des parcours qui ne sont pas adaptés. Donc il est vrai que cette raison qu'on a décidé cette année de faire en sorte que ces rencontres territoriales de la protection de l'enfance se fassent en Guadeloupe. Pour rencontrer tout l'outre-mer pour pouvoir travailler ces problématiques liées à l'enfance et à la protection de l'enfance. Je pense que vraiment l'objectif de ces rencontres, c'est essayer justement de trouver des solutions ensemble parce que voilà, autour de la protection de l'enfance et de la prise en charge des enfants, il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent intervenir. Le conseil départemental, bien évidemment, en premier lieu, du fait de sa compétence en protection de l'enfance, mais également l'ensemble des acteurs, dont la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a un rôle essentiel aussi sur cette question-là, tant au niveau de la prise en charge des mineurs délinquants, mais aussi des mineurs en danger. Et vraiment, je pense que l'enjeu essentiel de ces 2 journées, c'est de mieux se connaître, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble aussi aux problématiques spécifiques là en Outre-mer, parce qu'on est en Outre-mer. Nous travaillons en coordination avec les différents services de l'État. Nous avons passé des conventions avec la direction de la protection judiciaire pour qu'on puisse travailler ensemble, faire en sorte que nous puissions mettre des procédures. Et également dans le plan jeunesse que le président du conseil départemental est en train de mettre en pratique, nous allons aider encore plus cette jeunesse que nous avons, puisque nous protégeons 1250 enfants au niveau du département, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible et éviter qu'après 18 ans, ils se retrouvent dans la rue et par conséquent dans le système de violence. Et les jardins de naissance organisaient une journée d'information autour de la périnatalité, l'occasion pour les jeunes mamans d'obtenir des méthodes et conseils pour prendre soin d'elles et de leur petit bout de chou. Regardez. On a eu 2 ateliers ce matin, on a 2 ateliers cet après-midi. Le premier atelier, c'était ce matin à 10h où on a travaillé sur la préparation physique à l'accouchement. Donc l'idée, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour déjà soulager la maman, la femme enceinte durant sa grossesse sur les douleurs classiques liées au dos, à la sciatique, aux tensions du ventre, etc. Mais aussi tout ce qu'on va pouvoir faire pour travailler en amont le corps pour qu'il soit prêt pour le jour de l'accouchement. Donc ça veut dire travailler sur des postures, des étirements pour avoir la meilleure fluidité, la meilleure harmonie au niveau du corps. Et aussi de profiter, de renforcer le lien enfant, notamment avec le massage bébé, et d'apprendre des techniques, des trucs et astuces pour soutenir leur bébé. Par exemple, quand il y a les dents qui poussent, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue massage, ou aussi juste du bien-être et profiter d'un bon moment ensemble. C'est super de la part des kinés qui sont derrière moi, parce que justement ça permet de découvrir plusieurs choses par rapport à notre enfant et pour améliorer la qualité de vie, donc c'est cool. On a discuté un petit peu de qu'est-ce qu'avait leur bébé, notamment des régurgitations ou des plagiocéphalies, des torticolis. Donc du coup, on va voir le massage bébé à la fois bien-être et aussi répondre à leurs demandes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en massage pour les aider et les soutenir? Oui, c'est vrai que c'est très intéressant et puis ça permet aussi de soulager l'enfant. Donc c'est vrai qu'on devrait connaître toutes ces pratiques parce que il y a des mamans justement qui ne comprennent pas leur enfant et puis en fonction d'eux, on peut améliorer leur qualité de vie. On avait une maman qui nous disait qu'elle avait eu un postpartum assez difficile. Son bébé, il a 3 mois et en fait, l'accouchement a été compliqué et du coup, en fait, elle se sent pas soutenue. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut que les mamans comprennent. On est là pour ça, à la fois en tant que kiné, mais aussi moi avec Jardin de naissance et ma sœur. On est là vraiment pour les soutenir, pour apporter un accompagnement avec de la méditation, du yoga, de l'hypnose périnatale, pour essayer en fait d'apporter un soutien supplémentaire et
vraiment les aider à passer cette période qui peut être difficile, parce que l'accouchement se passe bien, qu'il se passe mal, que le papa soit hyper présent ou pas, en fait les femmes elles ont besoin de soutien. C'est une étape importante de leur vie, et il y a trop de dépression postpartum, il y a trop de femmes qui souffrent, et l'idée c'est vraiment de les soutenir et de les aider dans cette étape. N'hésitez pas, parce que c'est très utile, et puis ça permet aussi de redonner confiance en soi aussi, parce qu'il y a plusieurs mamans, donc on échange et puis on partage, donc franchement n'hésitez pas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.